Sunderlight Productions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Vous avez été des milliers à écouter le premier épisode avec Guillaume Martin et à m'envoyer des messages. Je tenais à vous en remercier, cela m'a profondément touché. Pour ce second épisode, nous allons parler matériel et plus précisément à un élément déterminant pour un vélo, à savoir le cadre. J'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer l'épisode avec une personne qui maîtrise à la perfection tous ces sujets. Celui qui va nous aider à mieux comprendre, à décrypter pourquoi tel ou tel matériel dans telle ou telle situation. Il s'agit de Jean-Philippe Ferreira, bien connu dans le milieu du cyclisme puisqu'il a fondé il y a quelques années maintenant 211. Vous allez tout connaître sur l'histoire des cadres, mais aussi les forces en présence, aluminium, acier, carbone, titane. Leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Nous allons aborder bien évidemment la question du poids et de la rigidité, sans oublier un sujet qui nous tient à cœur, nous cyclistes, la partie recyclage, plus que jamais importante. Après cet épisode, vous saurez si vous avez le bon cadre et surtout, quel est celui qui vous convient vraiment. Prêt à prendre notre roue ? C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Comment vas-tu, Jean-Philippe ? Ça va bien, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Est-ce que tu te sens prêt pour ce premier épisode où nous allons parler technique ? Oui, je me sens prêt, il n'y a pas de souci. Bon, parfait. Alors, ce que je te propose, Jean-Philippe, c'est que nous allons tenter d'expliquer aux auditeurs les différents matériaux qui composent un cadre de vélo, sur lequel cadre que l'on utilise au quotidien. Mais je pense avant tout, on va peut-être rembobiner un petit peu l'histoire et revenir aux origines du cadre. Est-ce que tu peux justement revenir aux origines du cadre et nous expliquer l'histoire ? Oui, on va essayer. L'histoire du vélo, elle commence avec la draisienne. Aujourd'hui, on utilise ce mot-là pour les enfants. C'est des vélos sans pédales, voilà. Mais c'est bien là le fondement du cycle tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc deux roues et puis un engin qui fonctionne sur un principe d'équilibre. Et c'était le baron Karl Dreis qui avait inventé ça au point. Il y a quand même bien longtemps maintenant. Et à l'époque, si on peut considérer que le premier cadre, c'est bien ce cadre de la première draisienne, qui était finalement un cheval à roue. C'était un peu par analogie avec la nature. Il y a beaucoup de choses qui sont mises au point par nous, êtres humains, avec des analogies de la nature. Eh bien, on avait un cadre en bois, parce que c'était un matériau qui était facilement mis en œuvre et qui était facilement disponible. Et c'est là les prémices, voilà, des cadres tels qu'on le connaît aujourd'hui. Alors on n'avait pas cette forme qu'on appelle diamant avec les doubles triangles. On était sur quelque chose d'un peu plus monopoutre, un peu comme finalement la draisienne qu'on va trouver dans les grands magasins aujourd'hui. Et puis dans l'histoire du vélo avec les grands billes, etc. On a évolué vers l'autre matériau qui était à peu près maîtrisé à l'époque, qui était le fer, voilà, l'acier. Et on trouve encore aujourd'hui beaucoup de vélos d'époque où on a l'impression d'avoir un acier à béton à peine plus travaillé et plus poli, et on travaillait à la fois le bois et à la fois l'acier. Au début, les cadres étaient en bois, et puis après, les cadres ont été en acier, et les roues, bien finalement, ça a été un composite de tout ça, puisque au début, les roues étaient complètement en bois. On a vu qu'elles s'usaient, on a rajouté une bande d'acier autour de la roue. Finalement, c'était les prémices de pneus, mais je crois qu'on parlera de pneus dans un autre épisode. Exactement, ça sera le prochain épisode où on parlera de pneus. Tout à fait. Mais c'était le premier pneu était en acier, on pourrait dire finalement. Et voilà les prémices. L'acier après a beaucoup évolué. Donc quand je parle d'acier sur les premiers vélocipèdes, finalement, on n'était pas sur du tube creux qu'on connaît aujourd'hui. On était sur du laminé d'acier, finalement, donc quelque chose d'un profilé plein qui permettait d'avoir quelque chose d'assez rigide pour supporter le poids d'un pilote. On avait des dimensions aussi
tout le monde repense à un grand bi avec la taille de la roue avant, on voit que le cadre a été soumis à des déformations invraisemblables. Alors on se posait pas la question de poids, on se posait la question de confort, par contre déjà, ce qui était intéressant. Mais le poids, alors on faisait avec les limites du matériau de l'époque. Donc clairement, le bois et l'acier, c'est l'origine des cadres de vélo. L'évolution de l'acier, c'est cette évolution vers le tube, vers le formage de profilé. Enfin, c'est toute la technique industrielle en fait. Le véhicule qu'est le vélo a évolué avec la technique industrielle. Donc si on revient un peu plus proche de nous et l'âge d'or du vélo français, je pourrais dire européen, mais français, on a été vraiment le pays en pointe dans le monde entre les années 30 et les années 50. C'était l'âge d'or des constructeurs, on parle des constructeurs, le concours de machines. Voilà, ça doit résonner dans nos oreilles puisque ça a été ravivé il y a quelques années. Mais là, on travaillait principalement sur de l'acier, des tubes d'acier avec plein de nuances d'acier. Aujourd'hui, ce qu'on dit, quand je parlais de fer au tout début, quand on avait ses premiers vélos ou ses grands bis, c'était du fer, c'était vraiment l'acier basique. Aujourd'hui, quand on dit j'ai un vélo en acier, ce sont des alliages. On a toujours, on parle, le plus connu, c'est le chrome molybdène. Voilà, c'est un alliage chrome molybdène. Ça, on vient mater certaines caractéristiques techniques dans ces alliages pour donner plus de résistance. On a aussi des traitements thermiques, des trempes, voilà. Donc on a tout un panel de choses. Et dans les années 30-50, c'était l'âge d'or de l'acier. Voilà, même si avec la grande progression de l'aéronautique, il y a eu quelques matériaux, et on va peut-être en reparler aussi, qui ont fait des furtives apparitions comme le duraluminium, les choses comme ça, qui venaient directement de l'aéronautique sur une recherche de légèreté. Et dans les concours de machines, on a eu des incursions de ces matériaux-là. Alors c'est vrai que le concours des machines, on pourrait en parler, mais on pourrait presque faire un épisode entier sur ça, et pour vraiment décrypter, analyser les différents vélos justement qui y sont présentés, ça peut être très intéressant. Tu me donnes une très très bonne idée pour l'avenir. Alors tu nous as parlé du bois, de l'acier, mais il y a aussi l'aluminium, puis le carbone. À quel moment ces matériaux sont arrivés dans l'histoire du vélo ? Eh bien, comme je le disais il y a quelques secondes, on suit vraiment une progression, un progrès. Moi j'aime bien utiliser le mot de progression, la progression de l'industrie. L'aluminium, on a commencé à le maîtriser dans d'autres domaines que le vélo. De toute façon, les industries qui tirent, c'est les industries de l'aéronautique, de l'automobile, voilà. Et l'aluminium, il avait un gros avantage quand la production de vélos a augmenté, c'est que il avait deux avantages. Il n'était pas très cher et sa production était facilement mécanisable. En fait, au-delà du poids, puisque tout le monde va dire l'aluminium c'est léger, c'est avant tout le coût et la mécanisation possible qui ont précédé au fait qu'on utilise plus d'aluminium dans les vélos. Le poids, c'est un bénéfice additionnel, on va dire. Et on va voir que il faut bien faire une différence entre le poids d'un matériau, c'est-à-dire finalement sa densité, et le poids d'un vélo qui est réalisé avec le matériau en question, puisque ça peut changer, puisqu'un matériau, c'est, si on réduit son champ de caractéristiques, c'est une densité, donc un poids volumétrique, et des caractéristiques mécaniques de résistance qui vont nous intéresser pour faire un vélo, puisque c'est un véhicule. Donc l'aluminium, il a eu son âge d'or avec ça. C'était facilement soudable, on peut le faire souder par des robots. Il y a des critères de propreté, de nettoyage, de purge d'air quand on soude. Enfin là, on soude au TIG, alors qu'avant l'acier, on était principalement sur de la brasure, voilà, ou même des raccords pendant l'âge d'or. Donc l'aluminium va s'imposer sur de la production industrielle en fait. Voilà. Parce que c'est pas cher, parce que y a beaucoup de filières de fabrication, de recyclage aussi, ça se recycle pas mal l'aluminium. Et puis c'est un matériau léger. Alors on en reparle un petit peu après sur les histoires de rapport entre la légèreté et les caractéristiques mécaniques, mais voilà, il y a des contreparties à cette légèreté finalement. Et puis avant que tu me poses la question du carbone, finalement le carbone, en fait, j'allais te poser la question du carbone, mais aussi du titane, puisque moi, j'ai eu l'occasion de rouler quasiment sur tous les matériaux que tu décris, sauf le bois. Je reconnais que je n'ai pas roulé sur un vélo en bois, mais par contre, j'ai roulé sur vélo en titane également, et donc voilà. Comment est arrivé le titane dans l'histoire du cycle ? Avec le carbone, bien évidemment. Mais...
Le titane, il y a pas, en tout cas à ma connaissance, hein, bien évidemment, moi ce que je vous dis aujourd'hui, je veux pas marquer d'un tampon indélébile l'histoire du vélo. J'ai ma compréhension, mon spectre, mais le titane, c'est un matériau assez prestigieux. Le titane, il nous vient avant tout de l'aéronautique et du médical, dans lequel on exploite pas que des critères de légèreté, mais des critères de durée de vie. D'accord ? On n'a pas d'altérabilité du matériau, voilà, il n'est pas sensible à la corrosion, etc. Et en fait, tous ces matériaux un peu prestigieux, comme finalement le magnésium, on va voir qu'aujourd'hui, il y a quelques marques qui essayent de remettre le magnésium pour aller fabriquer des cadres. Le titane va venir aussi via l'impression 3D. En fait, des gens vont aller chercher pour se démarquer l'utilisation de matériaux spécifiques. Le titane est arrivé comme ça. Le titane, c'est pas nouveau, c'est la grande mode depuis 2 ans. Mais en fait, même Decathlon faisait des vélos en titane il y a 15-20 ans. Moi, le il y a premier plein vélo d'autres marques titane qui que l'ont j'ai eu, fait. premier vélo titane avec lequel j'ai roulé, on était en 98, ouais. Ouais, voilà, non, mais même avant ça, il y en a eu. Certainement. Voilà, il y a quelques cadreurs. Il faudra reposer la question à mon camarade Emeric, mais je pense que dans l'histoire de Sifac, il y a peut-être eu du titane qui est passé par là aussi. Enfin, voilà, c'est périodiquement, le magnésium, c'est déjà des choses qui sont pas très éloignées du raluminium dont on parlait dans les années folles. Et voilà, on va repiocher et se dire, ah tiens, est-ce que c'est pas mieux ci, est-ce que c'est pas mieux ça et on a un peu cette schizophrénie dans le vélo. Hein. Si je reviens à nos beaux vieux tubes métalliques, dans tous les autres sports mécaniques, si on va chercher de l'automobile, de la moto, souvent, sur quel matériau on va ? Sur l'acier. On fait des châssis tubulaires en acier parce qu'on le maîtrise parfaitement, c'est facilement soudable, c'est moins sensible, on peut recommencer. Bon, voilà, nous dans le vélo, on tourne en rond. Mais juste aujourd'hui, moi je me mets à la place de l'utilisateur. J'ai un choix de vélo à faire et effectivement, comme tu l'as dit, il y a différents matériaux. Oui. Alors, j'imagine que c'est en fonction de la pratique, mais si tu avais une préconisation ou une recommandation en fonction des différents de la matière, c'est-à-dire que dans quel cas est-ce que je serais plus sensible ou en tout cas j'aurais plus intérêt à prendre de l'acier? Dans quel cas j'ai plus intérêt à prendre du carbone? C'est quoi? C'est le carbone pour les coursiers et l'acier pour ceux qui font de la grande distance et puis l'alu pour ceux qui veulent faire un petit peu des deux? Comment? Alors en fait, on pourrait avoir cette discussion à des intervalles de temps différents et la réponse serait peut-être pas la même. Alors après, il y a aussi tous les composants qui vont faire le vélo, qui ont un impact aussi sur tout ça. Bien sûr. Et ça, je vais revenir à la notion de système. On va se parler plusieurs fois et donc on reviendra tout le temps à cette notion de système qui est complètement absente du marketing du vélo alors qu'elle est primordiale. Mais on se parlerait il y a 3 ou 5 ans. Il y a 5 ans, effectivement, on aurait pu essayer d'allier on aurait plus facilement associé un matériau à une pratique. Parce que les cadres en carbone sont très rigides, les cadres en aluminium sont relativement rigides aussi, le titane est plutôt souple et l'acier a cette réputation de confort et de souplesse également. Et donc on aurait dit voilà, toi t'as un coursier, tu vas chercher vraiment le dixième de seconde, le centième, voire le millième, et bien tu prends un carbone ultra rigide et tu tapes dedans et puis tu auras mal partout après, mais tu te feras masser ou tu auras un kiné ou voilà. Toi tu veux faire, on entend encore aujourd'hui des gens dire tu vas partir à l'aventure autour du monde, prends pas un carbone, personne saura le réparer, ou prends pas alors ça, tu vois, ça me fait beaucoup rire et j'ai une pensée pour les participants de l'épreuve que j'organise, qui est la Race Cross France, puisque les jeunes sont arrivés cette année, enfin 2020, sans aucun a priori, avec leur roue carbone, leur cadre carbone, et ils ont raflé tous les temps. Ils ont terminé pas plus ruinés que quelqu'un qui aurait pu avoir un cadre alu. Donc ça, par contre, je pense qu'il y a un nouvel élan de personnes qui arrivent et qui cassent les codes par rapport à ça. Mais l'industrie a changé aussi, c'est-à-dire que, alors, si j'essaie de faire simple, parce que je sais bien qu'on pourra passer des heures à débattre de ça. On pourrait passer des heures, c'est clair. Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de mauvais matériaux et il n'y a pas un matériau pour une pratique. C'est plus vrai. Pourquoi ? Parce que avant, on faisait des poutres. En carbone, on faisait que des poutres. On avait choisi le carbone, c'est le matériau du coursier. On fait vraiment des trucs ultra rigides et on se soucie de rien d'autre. Et d'ailleurs, on teste
hors système. C'est-à-dire qu'on teste dans un labo, on prend une machine, on tord le truc dans tous les sens, on oublie qu'il va y avoir un bonhomme, une route, des roues, des composants, enfin voilà, on oublie le système. Et donc on fait le truc le plus rigide possible et le plus léger. Et aujourd'hui, c'est plus vrai parce qu'on s'est aperçu que finalement, ce matin, en repensant à ce qu'on allait discuter, j'ai essayé de trouver une analogie. Une danseuse étoile, elle va avoir une carrière très courte, elle va soumettre son corps à un supplice physique infernal. Et elle va se contraindre à ça, et ça va avoir des répercussions qui sont inaltérables. Voilà, elle va avoir sur son corps, même sur la forme de ses pieds, etc., elle va avoir des choses comme ça. Un cycliste professionnel, c'est la même chose. Il va prendre un outil qui va être dédié à aller chercher le millième de seconde. Voilà, on va essayer de reproduire les différences qu'on peut trouver dans un labo en mesurant très finement, qui seront peut-être même pas sensibles pour le pilote, mais qui peuvent potentiellement avoir un effet sur un millième de seconde. Donc, avant, on faisait ça. On se disait, les vélos carbone, c'est ça, c'est vraiment de la performance. Mais maintenant, on sait très bien qu'en fait, pour 99% des cyclistes, avoir un vélo conçu comme ça, c'est un facteur de détérioration de la performance finalement pour lui, parce qu'il va pas avoir la même physiologie, pas avoir les mêmes objectifs, voilà. Et donc en fait, plus ça va, plus le marché va aller ajouter du confort. Il y a un mot anglais qui est intéressant parce qu'il y a une notion qui va au-delà du confort, c'est compliance. Voilà, c'est à la fois du confort, et dans ce mot anglais, il y a une espèce d'idée d'adaptabilité, d'accord, du fait que justement le vélo va aussi s'adapter au reste du système et au pilote. Et donc en fait aujourd'hui, il y a une convergence des différents matériaux, même l'alu. Aujourd'hui l'alu, donc qui a ce côté accessible pour la productivité. On voit des marques comme Cannondale, qui est un grand spécialiste de l'alu, qui revient avec des vélos sur le haut de la scène qui sont en alu. Il y a même des vélos alu qui ont fait quelques épreuves du Pro Tour. Je crois que c'est Sagan qui a roulé avec un alu aussi chez Spé, pour démontrer que c'est l'ingénierie qui compte, pas le matériau. À chaque matériau, il y a une ingénierie bien particulière, mais quand les ingénieurs savent travailler le matériau, ils font un bon vélo s'ils ont envie, avec les bonnes caractéristiques. Donc, c'est pas le carbone pour le bikepacking ou pas, ou pour la course. Non, il faut choisir le bon vélo. Donc, tu me posais la question, et je l'ai pas oublié, de quel conseil. Il faut choisir un vélo qui a les caractéristiques de géométrie et de souplesse adaptées à ce que vous allez faire. Et il faut choisir un vélo qui vous plaît aussi, parce qu'un vélo qui est pas beau et qui nous plaît pas, on n'a pas envie de le rouler. Et donc, ouais, ça c'est vrai. Et quel est ton avis sur les matériaux qu'on peut appeler exotiques, c'est-à-dire on voit des fois dans des salons des vélos en bambou, ce genre de choses? Ouais, alors le bambou, c'est marrant parce que dans plein de pays du monde, le bambou, c'est un vrai substitut de l'acier dans la construction, dans les échafaudages pour la construction, et puis dans le vélo. Et dans la construction, je parle d'immeubles, de maisons, de ponts. C'est un matériau qui est les caractéristiques mécaniques du bambou, elles sont incroyables, juste incroyables. Donc plein de gens à travers le monde font des vélos en bambou. C'est pas du tout industrialisable, donc on les verra jamais dans le marché global. À grande échelle. Par contre, il y a plein d'artisans qui font ça. Il y a plein de pays où on l'utilise pour sa facilité d'accès, son moindre coût. En Afrique, il y a des gens, des ateliers où on fait des vélos en bambou parce que voilà, avec du recyclage, on fait des vélos et les gens peuvent rouler. Il y a des choses beaucoup plus premium. Il y a des marques qui allient du bambou avec du carbone et qui vendent des cadres ultra haut de gamme aux États-Unis. En France, plus près de chez nous, dans les Vosges, on a des anciens étudiants de l'école supérieure du bois qui font des vélos relativement haut de gamme en bambou aussi. C'est un matériau hyper intéressant, mais qui sera jamais industrialisé, donc on n'en verra pas de partout. Et puis il y a un look qui plaît pas à tout le monde aussi. En termes de caractéristiques mécaniques, c'est intéressant, clairement. Après, il y a une hétérogénéité dans le matériau en fonction de l'essence de la plante et du séchage du tube, etc. Mais c'est intéressant. Les autres matériaux exotiques, il y a encore des gens qui font des vélos en bois, faut le savoir, hein, Arnaud, rien n'est perdu. Je peux encore avoir l'espoir un jour de rouler sur un vélo en bois. avoir l'espoir de rouler un vélo en bois. Il y a même des marques qui essayent de faire des vélos au-delà de l'exotisme pur d'avoir un vélo en bois qui peut être lourd. Il y a des gens qui vraiment travaillent du collage de plis, de la mixité avec de la fibre de carbone pour essayer de retrouver des choses assez légères. Alors l'esthétique reste souvent assez massive, hein.
Voilà, mais ça existe. Ça continuera d'exister. Toujours, je te dis, les gens vont essayer de se démarquer par l'utilisation d'un matériau. Voilà, après, il y a ce qui se fait en très petite quantité et qui est un peu exogène au monde industriel et à l'offre basique. Voilà, 80% de l'offre aujourd'hui, même 90%, c'est centré sur aluminium, acier, carbone, titane. Voilà. Alors, il y a un choix qui est important aussi quand on choisit son vélo, c'est le poids. C'est-à-dire que quelle est la différence de poids entre les différents matériaux que tu viens de citer? Est-ce qu'il y a vraiment un delta qui est important? Oui, il y a un delta de poids important sur la densité, clairement, mais ça fait pas tout. Je prends l'exemple de l'aluminium. Typiquement, si on refait un flashback dans les années 50, le top tube, donc le tube supérieur d'un vélo, ça faisait 25 mm de diamètre en acier. Et si on prend de l'aluminium et qu'on veut avoir la même résistance mécanique sur un tube qui va faire la même longueur et qui est soumis aux mêmes efforts, eh bien, le matériau est beaucoup plus léger, mais il est moins résistant mécaniquement. Et donc, on est obligé d'augmenter le diamètre du tube. Ça allait être ma question, justement. Voilà. Est-ce que ça a une incidence sur les tubes que l'on voit de plus en plus gros, de plus en plus larges? Ouais, mais c'est pareil avec le titane. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est de la résistance des matériaux et j'ai plus la patience que j'ai utilisée à l'école pour aller parler d'équations, etc. Mais grosso modo, tout le monde sait faire ça. Tu prends ta règle, tu la mets à plat sur le bord de ta table, tu fais comme ça, c'est très flexible. Tu la mets dans l'autre sens, tu viens de changer complètement le moment d'inertie et là, tu n'arrives plus à la faire fléchir. C'est pareil quand on augmente le diamètre d'un tube, même si c'est moins évident parce qu'on fait augmenter un diamètre et on change pas l'orientation, mais la résistance mécanique du tube va croître au cube de l'inflation du diamètre en fait. Et donc, quand on utilise l'aluminium qui est moins résistant mécaniquement, on augmente le diamètre du tube pour acquérir la même résistance. Comme le matériau est moins dense, on utilise un peu plus de matériaux, on reste légèrement plus léger. D'accord ? Alors, maintenant, il faut faire attention parce que l'acier a aussi beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, typiquement les aciers que j'utilise sur mon vélo et que les gens utilisent aussi, les cadreurs utilisent aujourd'hui, c'est des aciers traités thermiquement avec des alliages ultra haut de gamme. On est sur des tubes dont l'épaisseur, dans la partie courante, l'épaisseur c'est moins de 4/10 de millimètre. On est en train de parler de rien du tout. Et ces tubes ont des résistances mécaniques impressionnantes. Alors si on les écrase sur un point très précis, ils vont s'enfoncer, mais c'est pas l'usage d'un vélo normalement, sauf quand tu as un accident. On constate d'ailleurs déjà, tu prends un vélo, le tube supérieur, si tu presses bien effectivement sur la partie plate. Tu le déformes à la main, bien sûr, mais dans la sollicitation à laquelle il est soumise, le problème se pose pas. Et donc le carbone c'est un petit peu différent, mais sur le matériau métallique, sur le titane, c'est la même chose que l'alu, un autre degré, c'est-à-dire que le titane est mécaniquement moins performant qu'un acier. Donc pareil, c'est pour ça que les vélos en titane ont des tubes plus importants. Et alors, le titane, et comme l'aluminium, les deux, on fait varier à la fois le diamètre du tube, mais aussi l'épaisseur. C'est-à-dire que le tube de titane, l'épaisseur, c'est pas 4/10 de millimètre. Voilà. Et il y a beaucoup de vélos en titane sur lesquels on va même pas forcément utiliser les épaisseurs multiples. Alors, il y a un mot anglais qui est difficilement traductible, mais on parle souvent de double butted, triple butted, où en fait, tu as des épaisseurs variables sur la longueur d'un tube, plus épais aux encastrements, c'est-à-dire aux endroits où tu vas faire l'assemblage, et puis après, on a comme une pente, et on va avoir une épaisseur plus faible au milieu. Il y a des tubes en titane qui font la même épaisseur tout le long, et on va vraiment uniquement sur du très haut de gamme aller chercher des épaisseurs variables pour ajouter une résistance à un endroit bien précis pour le montage d'un porte-bidon, un collier de selle, ou parce qu'on va essayer d'adapter le fonctionnement du tube à un type de pratique ou à un pratiquant en particulier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des tubes plus gros sur ces matériaux-là. Aujourd'hui, un cadre, si on essaie de se refaire une échelle de poids, un cadre en acier, alors à géométrie équivalente, à taille de pilote équivalent, un très bon cadre en acier va faire 1,5 kg. Je vais pas dans l'extrême, volontairement. Il y a des gens qui font des cadres en acier plus légers que ça, mais pour un pilote de 50 kg sur une taille XS, donc ça m'intéresse pas. Là, je parle
un pilote lambda d'1m70. Voilà, donc on va être sur 1,5 kg en acier, 1,2 kg, 1,3 kg en titane. L'aluminium, ça dépend vraiment du diamètre des tubes, mais on va être dans les mêmes eaux que le titane, entre le titane et l'acier. Et puis le carbone, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher un cadre à 650 ou 700 grammes. Voilà. Ouais, donc il y a une vraie différence, effectivement. Alors, attention, il y a une vraie différence, mais on est en train de parler de 800 grammes, 900 grammes. Après, tu as la fourche qui vient se rajouter. On est en train de parler de 800, 900 grammes. Pèse tes bidons que tu vas mettre sur ton vélo, ou enfin voilà. Donc ça, la différence, elle est là. On sait la mesurer. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel est l'effet que ça a sur le système. Le système, c'est une route, un revêtement, donc un support, des roues avec les composants de la roue, le cadre, le pilote et l'environnement du pilote. C'est ça le système. Et donc en fait, ce kilo de différence, on va arrondir à 1 kilo, il a plus d'importance pour Peter Sagan et le maillot jaune du Tour de France, etc., parce qu'on est en train de compter des centièmes et des dixièmes. Il a plus d'importance pour mon copain Quentin Lafarge quand il roule sur la piste pour faire le championnat du monde du kilomètre. Mais pour 99% de la population cycliste, l'impact, il est même pas forcément sensible. Sensible, ça veut dire que toi, le cycliste, qui est une partie du système, tu peux vraiment dire, les yeux fermés, si on te bande, tu dis, là, j'avais un vélo d'1 kilo plus lourd, 1 kilo moins lourd. Beaucoup de gens pensent qu'ils sauraient faire la différence. En vrai, peu de gens pourraient faire la différence. Et on parle aussi du futur. Pourquoi pas? Est-ce que tu penses qu'un jour, Jean-Philippe, on aura des vélos imprimés en 3D? Ah oui, mais c'est une réalité déjà aujourd'hui. Hein, ça existe déjà? Ça existe, bien sûr. Ça existe avec... alors, des vélos complets, à ma connaissance, il y a une marque allemande qui fait un vélo complet qui est plus un commuter. C'est Urwan Cycles ou quelque chose comme ça. Enfin, je te retrouverai le nom si tu veux, qu'on pourra mettre en commentaire plus tard. Mais et puis tu as plusieurs marques qui font des parties de vélos imprimés en 3D. Une qui a commencé à faire ça beaucoup il y a quelques années, c'est Bastion en Australie, qui fait des raccords imprimés en 3D en titane et qui fait les tubes de section courante en carbone. Tu as Prova Cycles, qui est un artisan qui a une imprimante 3D de titane qui fait ça aussi. Il y a des gens qui font des pièces. Reynolds, le manufacturier de tubes anglais, aujourd'hui imprime des pièces de vélo, en 3D, en acier et en titane. Tout proche de chez moi, chez Michelin, à Clermont, ici, a une petite structure dédiée sur l'impression 3D et elle a fait des pièces de vélo déjà. Donc c'est en train vraiment de pousser. Est-ce que demain on verra des vélos complets imprimés en 3D? Moi j'y crois. La limite de l'exercice, c'est le temps. C'est le temps. Aujourd'hui, imprimer en 3D, c'est consommateur de temps, mais avec l'évolution de la technologie, j'ai aucun doute sur le fait qu'on imprime beaucoup en 3D. Alors là, c'est le champ ouvert à une personnalisation radicale. Ouais, là, voilà. ça va prendre du temps. L'échelle de temps, pour moi, Arnaud, c'est 5-10 ans, c'est pas 2 ans. Ouais. L'échelle de temps pour vraiment progresser. Mais tu te rends compte, plus de moules, plus de... Là, aujourd'hui, on fait... Tout à l'heure, je voulais redire deux choses sur les matériaux avant qu'on oublie. Le carbone aussi, hein, ça a été un choix vraiment, les caractéristiques mécaniques, mais l'industrialisation. Tu fais un moule, tu fais un plan de lay-up, et puis tu ouvres ton moule, tu mets le lay-up. C'est en termes de reproductibilité et de rentabilisation d'un moule, c'est exceptionnel comme matériau industriel, c'est parfait. Donc ça, c'était important dans les critères de choix de l'industrie d'aller vers le carbone. Et je voulais juste un détail sur le titane. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui m'interrogent sur le titane. Moi, je propose pas de vélo en titane dans ma marque. Hein. Le titane, il a une caractéristique un petit peu différente de tous les autres matériaux, c'est son hétérogénéité et sa sensibilité à la mise en œuvre. Ça veut dire que dans l'offre de titane aujourd'hui, il y a plein de qualités différentes d'un point de vue de la résistance mécanique. Quand on fait des ustensiles de laboratoire, c'est pas très grave. On va chercher des caractéristiques qui sont de la possibilité d'être désinfecté, nettoyé, que ça ne rouille jamais, etc. Mais quand on fait un vélo, on cherche de la résistance mécanique et tous les titanes. Déjà, il y a plusieurs alliages, c'est comme dans l'acier, mais toutes les qualités de titane ne sont pas équivalentes. Donc, si on achète un vélo en titane,
Le conseil que je pourrais donner, puisque tu me sollicitais sur un conseil, c'est d'aller vraiment chercher du haut de gamme avec quelqu'un qui a une grosse sélection de tubes et qui va vraiment apporter soin à la fabrication, parce que là, ça ne souffre pas d'une mauvaise purge, d'une mauvaise mise en œuvre. On va bien te livrer un vélo, mais la durabilité du vélo en titane dans le temps va vraiment dépendre de la qualité de mise en œuvre et de la qualité de choix des tubes d'origine. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que aujourd'hui, il y a des vélos en titane, des cadres, ça va de 1 000 € à 5 000 €. C'est pas la même chose qu'on achète. Ouais, mais tu fais une parfaite transition sur la durabilité, puisque je voulais te parler de l'entretien. Donc tu nous as magnifiquement bien expliqué les différents champs de possibilités, mais aussi le côté technique de chaque cadre. Mais une fois que j'ai fait l'acquisition de ce cadre, alors on va pas parler de durée de vie, mais tout ce qui est entretien, de quelle manière tu entretiens plus un vélo en acier qu'un vélo en titane? Est-ce qu'il y a une vraie différence de ça? Et est-ce que la durée de vie est également différente? Alors elle dépend bien évidemment de l'entretien, mais... Oui, alors sur le cadre en tant que tel, le matériau le plus sensible, ça va être l'acier, en tout cas le plus sensible à l'entretien. Mais d'une manière générale, je ne peux que saisir la tribune que tu m'offres pour conseiller aux gens d'entretenir le vélo. Moi, je vois des vélos arriver ici où avant d'acheter une nouvelle pièce, s'ils étaient juste nettoyés et graissés, les vélos ils rouleraient mieux. Puis je pense aux gens qui font de la longue distance. Quand tu pars pour un périple de 4000 km, je peux te dire qu'une chaîne ou une cassette dégueulasse, c'est des watts et des calories sur les 4000 km. Non, mais ça c'est clair. Donc c'est important. Sur les cadres, c'est l'entretien, c'est un nettoyage et un contrôle. Voilà, comme tout système mécanique qui est soumis à des efforts ou à un choc potentiel. Voilà, il vaut mieux déceler une petite crique dans un matériau métallique ou un début de fissure ou un écaillement dans du carbone. Il vaut mieux le détecter avant que ça ne rompe. Voilà. Alors sur tous les matériaux métalliques, que ce soit l'acier, l'aluminium ou le titane, en général, la rupture elle est pas nette et d'un coup. Voilà, ça va plutôt se tordre ou alors fissurer dans le temps. Mais on risque pas que le vélo se casse en deux quand on est dessus. En tout cas, c'est très rare. Sur le carbone, ça peut arriver. Ça tient au fait des limites. On a toujours en tête l'image de matériaux. Voilà. On a toujours en tête l'image du coureur sur le Tour de France qui chute en tête de peloton. Ouais. Je crois que c'est Gerrans, il me semble. Il me semble, c'est lui, ouais. Gerrans Thomas, il chute et on voit son vélo en deux en fait. Ouais. Mais alors ça, voilà, les limites élastiques des matériaux sont toutes différentes, donc la façon dont ça rupte n'est pas la même. Voilà, donc le carbone va plus facilement casser, les autres vont se déformer, se tordre, ou ils vont pouvoir arriver à la rupture. Le deuxième derrière le carbone, ça sera l'aluminium. Moi, j'ai fait du BMX dans ma jeunesse et j'ai mes enfants, j'ai 3 de mes gamins qui font encore du BMX. C'est pas rare que de temps en temps sur la piste on trouve un gamin avec l'avant du vélo dans les mains et l'arrière qui est resté sur la bosse où t'as une rupture. C'est jamais à la soudure, d'ailleurs c'est après, mais c'est souvent des problématiques de mise en œuvre. En fait, quand ces matériaux qui sont maintenant très développés et très ingénierés, si sur le moment de la mise en œuvre, quand on va faire les soudures, si on surchauffe des endroits, ou si on vient ajouter des concentrations de contraintes avec des œillets. Aujourd'hui, c'est la mode des œillets sur les vélos de bikepacking. Moi, des fois, je suis un peu effaré de voir qu'on rajoute des œillets dans tous les sens pour fixer des sacoches sur des 4/10 de millimètre d'épaisseur de tube. Ça marche, on livre les vélos, etc. Dans le temps, c'est plus compliqué parce qu'on crée vraiment des concentrations de contraintes et on vient réchauffer, notamment dans les transitions sur ces tubes à multiples épaisseurs. Dans les transitions, on vient soumettre les tubes à des chauffes importantes pour aller ajouter ces choses-là. Méfiance, voilà, pour pas dire plus. Méfiance, c'est délicat. Voilà. Alors après, pour revenir sur l'entretien, voilà, nettoyage et puis vérification régulière. Le point sensible de l'acier, c'est la corrosion. C'est pas une nouvelle. Donc sur tous les aciers, sur tous les vélos performants, je recommande vraiment aux gens d'aller acheter des vélos qui sont traités. Le traitement, c'est un traitement anti-corrosion, intérieur, extérieur, la plupart du temps. Ça se fait dans des bains et ça vient déposer une micro-couche comme une peinture. C'est pas exactement une peinture. Le process, ça s'appelle la cataphorèse. Voilà.
Et ça permet vraiment, parce que de toute façon, il y a de l'eau qui va rentrer dans le cadre. Quoi qu'on veuille faire, ça va rentrer par le jeu de direction, ça va rentrer par les passages internes pour ceux qui font des passages internes, ça va rentrer par le tube de sel, même si on met de la graisse, voilà. Donc, si on peut, il faut vraiment, moi je recommande d'acheter des tubes, des vélos qui sont traités. Ils sont traités après la mise en œuvre, hein, bien sûr. Voilà, une fois que le cadre est terminé. Ça, c'est important pour ces cadres en acier performants. Et puis, si c'est pas le cas, bien vérifier. C'est-à-dire, une fois par an, on démonte son vélo et on regarde, on va trouver de la rouille dans le boîtier de pédalier. Si on a un cadre qui est pas traité, on va en trouver dans le tube de sel. Si on mélange aluminium carbone ou acier carbone, on est toujours en proie à de la corrosion galvanique. Hein, c'est un échange d'ions entre les deux matériaux et ça crée de la déposition et de la corrosion. Donc ça, il faut nettoyer, il faut regraisser pour empêcher ça. Et puis certains cadres en acier, et ça c'est une communication qui est pas toujours bien faite, mais voilà, quand on va chez les artisans, les Américains le font beaucoup, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas la capacité d'aller faire des traitements de cataphorèse et des choses comme ça, ils disent à leurs clients, une fois par an, démontez et mettez de l'anti-rouille à l'intérieur, faites-le naviguer dans les tubes pour bien protéger votre vélo. Si vous habitez au bord de la mer, encore plus. Voilà, c'est le point sensible de l'acier. C'est résolu par les traitements ou c'est résolu par l'utilisation de l'acier inoxydable. Voilà. Mais c'est vrai qu'on Et après, sur la durabilité en tant que telle, Arnaud, juste, je voulais finir, des fois on parle de fatigue du matériau, tu sais, ça fait partie de ces fameux mythes où on te dit, ton cadre en acier, tu le roules 2 ans, puis après, il fonctionne plus de la même façon, ton cadre en carbone. Alors, oui, les matériaux, ils ont un fonctionnement, ils ont une réponse à la fatigue. La fatigue, c'est comme nous, hein. On te soumet tout le temps la même chose, au bout d'un moment, ça te fatigue. Le matériau, c'est pareil. Mais très sincèrement, à l'heure où on se parle aujourd'hui, la façon dont sont fabriqués les cadres et l'intensité d'effort et la répétabilité d'effort à laquelle ils sont soumises, ça met pour la grande majorité du marché les problématiques de changement de comportement liés à la fatigue du matériau hors de portée de la pratique de la plupart d'entre nous. Donc c'est pas quelque chose sur lequel, c'est comme si tu as un cadre en alu, on te le réparera pas au fond du Maroc. Enfin, stop avec ces trucs-là, quoi. De toute façon, aujourd'hui, tu pars avec même en France, tu pars avec un Shimano 2x11, un Ultegra. Tu arrives, même au milieu de l'Auvergne, du Berry ou n'importe où, tu peux être sûr que le vélociste, il a pas la pièce en stock, hein. Alors, il faut arrêter avec ces trucs-là. Le garagiste, il va pas trop souder ton vélo, qu'il soit en alu ou voilà. Tu pars avec ton vélo le mieux préparé, avec les pièces les plus robustes que tu peux. Et le jour où tu as vraiment un gros problème, ça veut dire que tu vas devoir réfléchir autrement, arrêter ton trip. Mais bon, voilà, il n'y a pas de miracle, hein, quand même. Hein. Donc, c'est pareil pour la fatigue du matériau. C'est pas un truc dont il faut vraiment se soucier aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est trop peu cyclistes à tous les hivers ou tous les automnes, ou en tout cas avant la reprise, à démonter son vélo pour juste l'entretenir correctement, hein, sans parler. On parle du cadre, mais également des pièces. Mais je crois qu'il y a combien de pourcents qui le font très très peu. Alors, non seulement il y a très peu de cyclistes qui le font, mais il y a aussi finalement, et ça ça m'ennuie un peu plus, il y a très peu de vélocistes qui proposent ce genre de choses. Exactement, là je te rejoins. Voilà, je veux dire, à un moment, démonter son vélo, ne serait-ce que le boîtier de pédalier, le jeu de direction, combien de personnes démontent leur chaîne pour la nettoyer et la graisser? Personne, alors que c'est le seul moyen de vraiment la nettoyer. Sa cassette, c'est pareil. Démonter, graisser une chaîne sur un vélo ou la cassette directement sur le vélo, c'est un pansement. Ça marche, voilà. Et tout s'use après. Tu uses plus vite tes plateaux, tu uses plus vite tes cassettes. Quand on voit le prix de certaines cassettes aujourd'hui, mince, ça vaut le coup d'investir une petite demi-heure et d'acheter 2-3 produits, un bac ou une bassine. Voilà, si on compare à la moto, il y a beaucoup plus de motards qui vont réussir à faire un peu d'entretien eux-mêmes que les cyclistes. C'est complexe. Moi, je vois beaucoup de vélos passer à l'atelier. Il y en a peu qui sont entretenus comme ils devraient, quoi. Et si on va plus loin, justement, donc on a parlé des cadres, de l'entretien, et on parle de la vie d'après, c'est-à-dire le recyclage, en fonction des matériaux dont tu nous as parlé. Comment ça se recycle derrière? Eh ben alors, on va faire 2 réponses. Il y a une réponse, c'est est-ce que le matériau est recyclable? Ça, c'est une chose. Donc, on sait recycler de l'acier, on sait recycler de l'aluminium, on sait recycler du titane. Il y a pas très loin d'ici, il y a une usine leader en Europe du recyclage du titane.
Donc, est-ce qu'on sait le faire? Oui. Est-ce qu'on sait recycler le carbone? Non. En tout cas, pas à ma connaissance. Maintenant, ça, c'est la possibilité technique de le faire. C'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la filière. La filière, c'est est-ce que, malgré qu'on ait la possibilité technique, est-ce qu'on a mis en place tous les éléments d'une chaîne qui permettent le recyclage? Une chaîne de recyclage, ça commence par la récupération du produit, son tri, et puis l'acheminement vers un lieu où on va retraiter le matériau pour soit en faire une nouvelle matière première, soit en faire un autre objet fini. Et en fait, aujourd'hui, de manière transversale dans le fonctionnement de notre société, on sait recycler plein de matériaux, les filières, elles n'existent pas toutes. C'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai dans nos déchets ménagers. Tu trouveras facilement sur Internet des gens qui se plaignent parce qu'ils ont suivi une de leurs poubelles de tri. Et puis, ils ont bien fait attention, ils ont déballé leur carton de yaourt et leur plastique de yaourt, ils ont mis dans la poubelle jaune. Et en fait, la poubelle jaune, une fois qu'elle est dans le camion et qu'elle arrive au centre de tri, elle est pas triée, tout est reversé en même temps. Donc, on n'est pas différent dans le vélo. C'est-à-dire qu'on sait recycler le métal, tous les matériaux métalliques, j'en ai cité 3, on sait le faire, sauf qu'il y a 90% de chances que quand ton vélo il est en fin de vie, tu vas en faire quoi? Tu vas le mettre à la déchetterie. Donc si c'est de l'acier, tu vas le mettre dans le bac acier, c'est la filière la plus organisée. Voilà. L'alu, tu vas le mettre dans les encombrants, ça va partir en encombrant. Donc c'est très difficile. Et un exemple de filière, on parlait, tu sais, des capsules de café, on va pas citer la marque, mais voilà. Plein de gens se sont insurgés en disant mais on met de l'aluminium partout dans l'environnement, etc. Ils ont fait une filière où ils te récupèrent tes capsules et ils vont s'en resservir. Il y a une filière. La problématique, c'est pas la capacité technique à faire, c'est la filière. Et ça demande des efforts de d'un volant de population important, de l'industriel en question. Mais aujourd'hui, j'ai pas connaissance d'industriels du vélo qui se préoccupent de savoir ce que deviennent leurs vélos en fin de vie. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, bon, j'ai quand même. On arrive sur la fin de ce premier épisode. À moins que tu n'aies des choses à rajouter, Jean-Philippe. Je pense que on a appris plein de choses, en tout cas pour moi. Je reconclus sur le terme en disant juste qu'il n'y a pas de mauvais matériaux. Voilà, il y a des matériaux à notre disposition. Ils ont des qualités mécaniques. C'est l'ingénierie, donc il faut vraiment chercher une marque, un modèle qui correspond à nos attentes et à notre pratique. C'est ça le plus important avant le matériau. Voilà. Bon, en tout cas, très intéressant. Tu as cassé quelques codes qu'on pouvait avoir sur les différents matériaux dont tu as parlé. Et c'est le plus important. Je te remercie beaucoup pour ce premier épisode et je te dis à très bientôt. Ou dans le second épisode, nous allons parler de pneumatiques. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt.